Imaginez un instant que le monde, tel que vous le connaissez, n'est qu'une fréquence à laquelle vous avez été accordé de force. Depuis le jour de votre naissance, quelque chose de précieux vous a été dérobé. Pas votre argent, pas vos possessions, mais votre énergie. Vous vous réveillez déjà épuisé, vous traversez les mouvements de la vie en vous sentant vidé, et vous finissez la journée en vous demandant pourquoi cette fatigue est si profonde. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que le système dans lequel nous vivons a été méticuleusement conçu pour récolter l'essence même de votre force vitale. C'est dans cet état de fragmentation mentale que j'ai décidé de tenter une expérience radicale. J'ai décidé de m'arrêter, de ne plus courir. Pendant 30 jours, chaque matin, avant que le monde ne commence à hurler ses exigences, je me suis assis dans le silence pour écouter les mots d'un mystique perse du XIIIe siècle, Rumi. Il a chuchoté à travers les siècles une vérité que nous avons oubliée. La brise de l'aube a des secrets à vous dire. Ne vous rendormez pas. Mais quels sont ces secrets? Et pourquoi doivent-ils être entendus dans le silence avant que le tumulte ne s'éveille? Parce qu'il y a des parties de vous qui ne peuvent être entendues que lorsque le monde cesse de parler. Sous votre nom, vos rôles, vos habitudes et vos masques sociaux, il existe une présence qui attend patiemment. Ce n'est pas le vous qui scrolle sur les réseaux sociaux ou qui performe pour obtenir une validation. C'est le vous qui rêve, qui se souvient, celui qui était là avant votre premier souvenir et qui restera après votre dernier souffle. Dès la première semaine, j'ai réalisé à quel point mon esprit était une tempête de bavardage incessant. Nous sommes devenus prisonniers de nos propres pensées, piégés dans une conversation sans fin avec nous-mêmes qui nous vole le présent, le seul moment où la vie existe réellement. Le système adore ce contrôle. Il prospère en vous gardant occupé à planifier, à regretter, à vous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'un esprit agité est un esprit prévisible. On nous apprend que l'argent est une ressource limitée pour nous forcer à entrer en compétition, à stresser, et ce stress même crée une contraction physiologique dans votre corps qui diffuse un signal de « manque » dans le champ quantique. Rumi ne romantique pas la solitude. Il l'honore comme un espace sacré, une retraite non pas loin de la vie, mais vers la vie. Il a écrit « Un petit moment seul dans votre chambre s'avérera plus précieux que tout ce qui pourrait vous être donné. » Ces mots ne sont pas de la poésie, ce sont des prophéties. L'âme ne s'éveille pas dans la foule. Elle s'éveille dans l'isolement, quand le monde s'arrête enfin de parler et que votre essence commence à murmurer. En écoutant ces fréquences chaque matin, j'ai commencé à utiliser une technique que la CIA elle-même a étudiée à travers le processus Gateway, la boîte de conversion d'énergie. Avant chaque écoute, je visualisais un coffre où je déposais toutes mes inquiétudes, mes distractions et mes pensées non résolues. Ce nettoyage mental est critique, car l'esprit doit être clair pour s'engager pleinement dans l'exploration de la conscience. Ce que j'ai découvert dès ces premiers jours, c'est que nous sommes comme des tours de radio biologiques, diffusant constamment la même fréquence basée sur la peur que le système a installée en nous. Mais Rumi m'invitait à changer de signal. Il m'invitait à comprendre que si je voulais devenir plein, je devais d'abord me laisser vider. Le voyage ne faisait que commencer, et déjà, les murs de ma prison mentale commençaient à se fissurer. Au bout de 10 jours, l'expérience est passée de la curiosité à une forme de chirurgie psychologique profonde. La solitude n'est pas toujours douce. En plongeant plus profondément, vous rencontrez inévitablement vos ombres. Vous affrontez les souvenirs que vous avez enterrés, les émotions que vous avez anesthésiées et les désirs que vous avez niés. C'est là que beaucoup font demi-tour. Ils disent « Je suis trop brisé, je ne peux pas supporter cela ». Mais ce sont les douleurs de croissance du retour à soi-même. J'ai commencé à ressentir ce que les chercheurs appellent le passage vers le vide. Ce n'est pas une métaphore, c'est une rencontre vivante avec le silence brut et sans frontières qui se cache sous toute chose. Rumi ne craignait pas ce vide. Il y dansait. Il demandait « Pourquoi as-tu si peur du silence? Le silence est la racine de tout. » C'est ici que l'ego commence à paniquer. L'ego, c'est cette construction mentale, ce paquet d'idées sur qui vous pensez être, votre nom, votre passé, vos diplômes, votre statut social. Mais pendant ces matinées avec Rumi, j'ai réalisé que l'ego n'est pas réel.
Il n'existe que sous forme de pensée. Il est comme une ombre, convaincant, mais sans substance. Quand vous croyez à l'histoire de l'ego, vous vous sentez petit et séparé. Mais quand vous le voyez pour ce qu'il est, un simple concept, toute l'illusion s'effondre. C'est là que j'ai compris pourquoi le système travaille si dur pour nous maintenir dans un état de high bêta, cette fréquence cérébrale de 13 à 30 Hz liée au stress, à la survie et à l'alerte constante. Le système est ingénié pour vous garder ici. Chaque notification sur votre téléphone, chaque titre de presse alarmiste, chaque facture est un déclencheur qui maintient votre cerveau à une vibration trop rapide pour que vous puissiez descendre dans les fréquences alpha et θ. C'est pourtant en θ, 4 à 8 Hz, que vous pouvez accéder au champ quantique et reprogrammer votre réalité. En écoutant Rumi, mon cerveau a commencé à se synchroniser, un phénomène que l'Institut Monroe appelle HemiSync. Imaginez votre cerveau comme deux processeurs puissants. L'hémisphère gauche est logique, l'hémisphère droit est intuitif. Normalement, il fonctionne de manière diffuse, comme une lampe dont l'énergie est dispersée. Mais sous l'influence de ces fréquences sacrées et de ces mots profonds, le cerveau devient comme un laser, cohérent et concentré. Cette concentration amplifie non seulement la clarté mentale, mais aussi la capacité d'accéder aux couches profondes de la conscience. J'ai rencontré mon ombre, ce que Jung décrivait comme tout ce que nous avons réprimé parce que la société nous a dit que c'était mal. Dans notre monde, l'ambition, le désir de puissance et la soif d'abondance sont souvent diabolisés, alors ils sont poussés dans l'ombre. Résultat, vous essayez d'avancer avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Intégrer cette ombre, c'est dire à cette partie de soi, il est sûr d'être puissant, il est sûr d'être entier. Rumi nous enseigne que pour que les fleurs sauvages poussent, nous devons être broyés, émiettés. La roche dure de l'ego doit devenir un sol fertile. J'ai réalisé que je n'étais pas une vague séparée, mais l'océan entier s'exprimant à travers une forme unique et éphémère. L'illusion de la séparation se dissolvait. Je ne regardais plus le monde. Je commençais à être le monde qui s'observe lui-même. À ce stade, après 15 jours, quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire. Des synchronicités, des bugs dans la matrice, comme si une version parallèle de moi-même essayait de me contacter. Le voile devenait de plus en plus mince. Arrivé à la 3e semaine, l'expérience a pris une tournure inattendue. Ce n'était plus seulement une question de paix intérieure, c'était une question de résonance. Nous avons été programmés pour croire que l'abondance est le résultat d'un travail acharné, de la souffrance et de la compétition. Mais Rumi et les lois de la physique nous disent autre chose. L'énergie ne récompense pas la souffrance. Elle répond à une seule chose, la résonance. L'une des plus grandes révélations de ces matinées a été de comprendre que notre corps est une antenne biologique. Si votre système nerveux est calibré sur la fréquence de la survie, du manque et du stress, ce que j'appelle le hertz de la pauvreté, vous pouvez être entouré d'opportunités, vous ne les verrez pas. Vous êtes biologiquement invisible pour la richesse, car il n'y a pas de résonance sympathique. En écoutant Rumi, j'ai réalisé que mon esprit était bloqué en high bêta, cette fréquence de 13 à 30 Hz liée à l'alerte constante et au stress. Le système nous maintient ici exprès. Une notification, une facture, une mauvaise nouvelle, et votre amygdale prend le contrôle, inondant votre corps de cortisol. Dans cet état, votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la vision à long terme, s'éteint. Vous êtes chimiquement lobotomisé par votre propre instinct de survie. Pour briser ce cycle, j'ai intégré une technique que Nikola Tesla utilisait et que les recherches modernes confirment, la cohérence cardiaque. L'Institut HeartMath a prouvé que le cœur génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ s'étend de 1 à 2 mètres autour de vous. C'est une onde porteuse qui diffuse votre état émotionnel au champ quantique. Si votre cœur diffuse du chaos, l'univers ne reçoit que du bruit. Pendant mes séances, j'ai pratiqué la respiration de Tesla. Inspirez pendant 5,5 secondes, expirez pendant 5,5 secondes, sans pause. Ce rythme précis crée une fréquence de résonance de 0,1 Hz dans votre système cardiovasculaire, synchronisant parfaitement votre cœur et votre cerveau. C'est là que la magie opère.
En combinant ce souffle avec les vers de Rumi sur l'amour divin, j'ai commencé à installer le logiciel de l'abondance alors que rien n'avait encore changé physiquement. C'est ici que l'alchimie mentale intervient. Rumi nous enseigne que la richesse et la pauvreté ne sont pas des opposés, mais la même énergie à des degrés différents. C'est la loi de la polarité. Si vous ressentez une peur intense concernant l'argent, félicitations, vous avez l'intensité énergétique nécessaire pour devenir prospère. Il vous suffit de faire glisser cette intensité vers le haut de l'échelle, de la peur vers l'ambition et la gratitude. Pour ancrer cela, j'ai utilisé la méthode 369 de Tesla. Le matin, j'écrivais mon intention 3 fois, l'après-midi, 6 fois, le soir, 9 fois. En écrivant physiquement sur du papier, vous connectez votre cortex moteur à vos voies neurales, gravant littéralement une nouvelle croyance dans votre structure cérébrale. Le soir, juste avant de dormir, j'entrais dans ce que Neville Goddard appelait l'état proche du sommeil, SATS. C'est le moment où les ondes cérébrales descendent en θ, la porte du centre de commandement subconscient. Je visualisais une scène de 10 secondes qui impliquait que mon souhait était déjà exaucé, et je la répétais en boucle jusqu'à m'endormir. Rumi disait « Laisse-toi être silencieusement attiré par l'attraction étrange de ce que tu aimes vraiment. Cela ne t'égarera pas. Ce désir sacré, choc, n'est pas quelque chose que vous devez chasser, c'est une boussole qui vous indique que ce que vous cherchez vous cherche déjà. En arrêtant de courir après ce que je pensais vouloir, j'ai permis à ce dont j'avais besoin de couler vers moi sans effort. » Vers la fin de l'expérience, le voile est devenu si mince que la réalité a commencé à glitcher. Vous avez peut-être déjà ressenti cela. Un sentiment de déjà-vu trop fort, une coïncidence impossible, ou la sensation d'être observé par une version de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Selon le processus Gateway de la CIA, lorsque notre conscience atteint un certain niveau de cohérence, elle peut cliquer en dehors de l'espace-temps physique. À la distance de Planck, la plus petite unité de mesure de l'espace, l'énergie oscille si vite qu'elle sort de notre dimension linéaire pour entrer dans le champ infini. C'est là que j'ai commencé à comprendre les synchronicités. Voir des nombres comme 1111 ou 333 de manière répétée n'est pas un hasard. Ce sont des points de résonance où votre expérience dans cette réalité s'aligne avec celle d'une version parallèle de vous-même. La science et la métaphysique s'accordent aujourd'hui sur la théorie du multiverse. Il existe une infinité de versions de vous, chacune vivant le résultat d'un choix différent. En Focus 12, l'état de conscience élargi enseigné par l'Institut Monroe, les frontières entre vous et le reste commencent à s'estomper. Vous réalisez que vous êtes un fragment différencié d'une conscience universelle éternelle. Pendant ces matinées, j'ai commencé à percevoir l'univers comme un hologramme géant. Comme l'ont proposé le neuroscientifique Karl Pribram et le physicien David Bohm, chaque partie de l'hologramme contient la totalité de l'image. Cela signifie que toute la sagesse, toute l'abondance et tout le futur que vous désirez existent déjà à l'état de potentiel en vous. Il suffit de syntoniser votre fréquence pour décoder cette information. J'ai alors pratiqué une technique de manifestation appelée le patterning. Dans l'état de Focus 12, vous visualisez votre intention avec une telle clarté et une telle conviction que vous créez une empreinte holographique dans la matrice universelle. Ce n'est pas du simple souhait, c'est de la physique. Vous projetez une forme pensée qui aligne le flux de la réalité pour manifester cet objectif. Mais attention, Rumi nous prévient. Pour atteindre cette union divine, le « je » séparé doit mourir. C'est le concept de fana en soufisme, l'annihilation du faux soi dans l'étreinte de l'absolu. Le système m'avait appris à protéger mon identité, mon nom, mon ego. Mais en écoutant Rumi, j'ai compris que l'ego est comme un rocher dur sur lequel rien ne pousse. Sois broyé, sois émietté, pour que les fleurs sauvages puissent pousser là où tu es. En abandonnant le besoin de contrôler chaque détail de ma vie, j'ai découvert l'action sans effort, le wu-wei. En cessant de résister, j'ai trouvé une force plus grande qui me portait. J'ai commencé à construire mon temple intérieur, non pas avec des pierres, mais avec mon intégrité, ma vision et ma présence. Les outils de la maçonnerie, l'équerre pour l'intégrité morale, le compas pour l'équilibre,
sont devenus des métaphores de ma propre reconstruction. L'œil de la Providence, au sommet de ce temple, n'est pas un œil extérieur qui vous juge, c'est votre propre conscience éveillée, le témoin silencieux qui voit au-delà des illusions de la matière. À ce stade, je ne cherchais plus Rumi dans ses livres. Je commençais à le trouver dans le silence de mon propre souffle, dans le champ de toutes les possibilités où, comme il le disait si bien, au-delà des idées du bien et du mal, il y a un champ. Je t'y attendrai. Au cours de la dernière décade de ce voyage, j'ai dû affronter la leçon la plus difficile de Rumi, celle de la transmutation. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer d'éviter la douleur, à la masquer ou à la fuir. Mais Rumi m'a appris que la douleur n'est pas un obstacle, c'est un mécanisme de raffinement. Il a écrit que, par l'amour, tout ce qui est amer devient doux, et que, par l'amour, tout le cuivre devient or. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une véritable alchimie émotionnelle. J'ai réalisé que notre cœur est comme un calice de ténèbres, rempli de peur, de honte et de chagrin, mais que sous l'influence de cette présence sacrée, ce contenu peut être transmuté en un nectar de guérison. Pour Rumi, le chagrin n'est pas une fin, c'est une cérémonie de l'amour où chaque larme devient une gemme de souvenirs divins. C'est ici que j'ai compris la loi de la polarité dont nous avons parlé plus tôt. Si vous ressentez une terreur intense face à l'avenir ou au manque, vous possédez déjà la puissance énergétique nécessaire pour créer l'abondance. Il vous suffit de faire glisser cette intensité du pôle de la peur vers celui de l'ambition et de la gratitude. Pour incarner cette transmutation, j'ai étudié la rencontre entre Rumi et son mentor, Shams de Tabriz. Shams était comme un éclair fendant le ciel de l'érudition de Rumi, le forçant à brûler ses livres pour ne laisser place qu'aux livres de l'amour. Lorsque Shams a disparu, Rumi n'a pas sombré dans l'amertume. Il a utilisé ce vide pour découvrir que la lumière de son mentor était en fait sa propre lumière. C'est de cette douleur qu'est née la danse du derviche tourneur, la Sema. J'ai commencé à pratiquer une forme de méditation en mouvement inspiré de cette danse. Le derviche tend une main vers le ciel pour recevoir la grâce divine et l'autre vers la terre pour la redistribuer, devenant un canal pur. Cette posture m'a appris que le moi est comme une roche dentelée, dure et stérile. Rumi nous exhorte, sois broyé, sois émietté, pour que les fleurs sauvages puissent pousser là où tu es. En brisant les arêtes vives de mon ego, j'ai permis à mon âme de devenir un sol fertile. Dans cet état, j'ai compris que mon désir de contrôle était mon plus grand geôlier. Le système veut que vous gériez chaque détail parce qu'un esprit qui contrôle est un esprit tendu et prévisible. Mais Rumi m'a murmuré « Ferme les yeux et abandonne-toi ». Ce n'est pas une reddition de faiblesse, mais l'acte de confiance le plus élevé. C'est accepter de ne plus lutter contre le courant de la rivière pour enfin se laisser porter par elle. En libérant mon étreinte sur ce que je pensais devoir arriver, j'ai créé l'espace nécessaire pour que ce qui doit arriver puisse se manifester. Le 30e jour, le voyage est arrivé à sa conclusion naturelle. La réalisation que vous n'avez jamais été séparé de ce que vous cherchiez. La plus grande illusion de la matrice est de vous faire croire que vous êtes un individu limité, né à une certaine date et destiné à mourir. Mais la vérité est bien plus vaste. Vous n'êtes jamais né et vous ne mourrez jamais. Rumi et les enseignements de la non-dualité nous rappellent que nous sommes comme des vagues dans l'océan. La vague peut se croire distincte, mais elle n'est que le mouvement de l'océan lui-même. Votre corps change, vos cellules se régénèrent, vos pensées défilent comme des nuages, mais l'observateur silencieux en vous reste immuable. Vous n'êtes pas votre nom, vos souvenirs ou vos étiquettes sociales. Vous êtes la présence infinie dans laquelle tout cela apparaît et disparaît. Pendant ce mois, j'ai construit ce que les bâtisseurs de mystère appellent le temple intérieur. Ce n'est pas un édifice de pierre, mais une structure de caractère bâtie dans le silence et la solitude. Les outils, l'équerre pour l'intégrité, le compas pour l'équilibre, sont devenus mes guides quotidiens pour aligner mes pensées, mes émotions et mes actions. Au sommet de ce temple réside l'œil de la Providence, cette vision qui voit au-delà de la vue physique, une conscience qui observe sans juger. Cette expérience m'a conduit à embrasser le paradoxe ultime de l'abondance. N'avoir besoin de rien attire tout. Tant que vous avez besoin, vous diffusez une fréquence de manque. Le système prospère sur ce sentiment d'inachèvement, vous poussant à consommer pour remplir un vide qui est, par nature, sacré.
Mais en devenant vide de désirs compulsifs, vous devenez un réceptacle pour la plénitude de la vie. Rumi disait « Si je m'assieds dans mon propre lieu de patience, ce dont j'ai besoin coule vers moi sans aucune douleur. » Aujourd'hui, je ne cherche plus le silence, je suis le silence. Je ne cherche plus l'amour, je suis devenu le lieu où l'amour se reconnaît lui-même. Le dialogue incessant de mon esprit n'est plus un maître, mais un simple bruit de fond que j'observe avec bienveillance. J'ai appris que la seule réalité est le moment présent, car c'est le seul endroit où la vie respire réellement. Si vous vous sentez fatigué, vidé ou piégé par les murs invisibles de votre quotidien, souvenez-vous de cette invitation de Rumi. La brise de l'aube a des secrets à vous dire, ne vous rendormez pas. Le voyage vers soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique et spirituelle. Vous n'êtes pas un goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une seule goutte. Rejoignez le mouvement de ceux qui reprennent leur énergie. Éteignez les distractions, simplifiez votre vie et commencez à construire votre propre temple. Car à la fin, comme Rumi nous l'a promis, au-delà des idées du bien et du mal, il y a un champ de pure présence. Et c'est là, dans cette liberté sans nom, que je vous attendrai. Vous n'êtes pas sur le chemin, vous êtes le chemin.